Donc je vais vous parler ce matin de l'Espagne face à la Shoah. Alors évoquer le thème de l'Espagne franquiste face à la Shoah, c'est aborder une question difficile, sensible, et principalement pour deux motifs. L'existence de mémoires familiales dissonantes au sein des familles juives concernées et par ailleurs l'instrumentalisation politique du sauvetage des Juifs dans l'immédiate après-guerre, mais encore aujourd'hui. Alors donc, au sein du monde juif, eh bien, il y a ceux dont les familles ont été sauvées et les autres. Et je vous renverrai au témoignage d'Henri Méchoulan, qui rappelle, qui l'a écrit, que les rescapés de la Shoah réfugiés en Espagne entre 1940 et 1945, je cite, vivaient des jours heureux à Barcelone et dans d'autres villes du pays, au moment ailleurs, en Europe, des trains de déportés acheminaient leurs coreligionnaires vers une mort programmée. Et puis inversement, on a des témoignages tout autres. Et là, je vous renverrai par exemple au témoignage de Claudine Narcohen, qui avait des responsabilités au mémorial de la Shoah et qui a publié donc un texte dans la revue pour la mémoire de la Shoah, dont le père espagnol, de nationalité citoyen espagnol, a été déporté. Alors évidemment, ces vécus divergents donnent des mémoires différentes et évidemment sont des réalités également respectables pour un chercheur. On est là face à des mémoires et par rapport à ces mémoires, l'historien n'a pas à prendre parti. Il a à étudier la réalité historique. Autre aspect, donc, je parlais d'instrumentalisation politique. Dans l'Espagne actuelle, où subsistent encore les clivages entre, si vous voulez, les franquistes, enfin les descendants donc des franquistes et antifranquistes, la tentation pour les premiers est de louer l'action d'un franco-philosémite. Je parlerai d'un ouvrage bien connu sur ce thème, par exemple, le livre de Federico Isard, qui a un chapitre qui s'appelle carrément Don Quichotte face à Hitler, donc, vous voyez. Et puis la difficulté pour les seconds, donc oui, pour donc les seconds, disons les gens de gauche, la mouvance de gauche, difficile d'accepter que ce dictateur détesté soit le responsable d'une action humanitaire de grande ampleur. On est là face à des contradictions, des choses difficiles à cerner. Voilà. Alors, si vous voulez, à cette dimension affective et politique, s'ajoute encore une difficulté à documenter certains volets de l'action de sauvetage. Il existe des zones d'opacité, des épisodes peu documentés et des archives qui restent à découvrir. Et d'ailleurs, vous en entendrez parler cet après-midi à partir de travaux en cours. Donc, face à ce volet polémique, je dirais que les historiens, eux, convergent. Les analyses des historiens, elles vont dans le même sens. Il existe un certain nombre d'ouvrages de référence qui viennent chacun compléter, nuancer les points de vue en fonction des sources utilisées, des sources qui se sont ouvertes, des dates de publication, et il n'y a pas de contradiction entre ces ouvrages, enfin, je le crois. Bon, je pense au travail de Jaime Avni, qui est le premier, en 1974, aux travaux d'Antonio Marquina et Gloria Ospina, 87, de Bernd Rotter, 2001, et aux thèses notamment aux thèses de Josette Ouanon, 81, et Pascal Blin, 92. Alors là, vous voyez, on a quelqu'un d'israélien, ensuite un couple espagnol, ensuite quelqu'un d'allemand, ensuite des thèses en France. Donc, ils ont travaillé sur des archives différentes, mais finalement, ils éclairent des points de vue différents, mais ça converge. Donc, les faits, si vous voulez, résumer très succinctement. Dans le cadre d'une politique étrangère de neutralité, l'Espagne de Franco a sauvé entre 20 000 et 35 000 juifs qui ont échappé à l'extermination programmée par les nazis, à partir de 3 procédures, si vous voulez, en accueillant en transit sur son territoire des milliers de réfugiés qui avaient franchi légalement ou illégalement la frontière avec la France, en rapatriant plusieurs centaines de juifs espagnols. Je vais m'expliquer plus loin sur ce qu'on met sous le terme en rapatriant. Et troisième volet, en accordant dans la seconde phase de la guerre sa protection, donc la protection espagnole, à certains groupes menacés. Ceci en un temps, il faut le rappeler, où différents pays européens sous occupation nazie mettaient en œuvre des politiques collaborationnistes avec les nazis. Alors donc, lorsque le conflit mondial se déclenche sur le vieux continent, en septembre 1939,
l'Espagne se déclare neutre et va parvenir à le rester jusqu'à la fin des hostilités. Dans les faits, Franco fera en sorte de favoriser secrètement les forces de l'Axe. Le positionnement international de l'Espagne franquiste au début de la Seconde Guerre mondiale puise sa source dans la guerre civile 36-39 qui vient de s'achever. Et donc l'Espagne est un pays ravagé face à une pénurie continue de produits énergétiques, de denrées alimentaires, et donc a besoin de ces aides extérieures. Une partie importante des fournitures proviennent du continent américain par voie maritime. Et puis par ailleurs, l'aide apportée par l'Italie mussolinienne et l'Allemagne nazie à la victoire du camp national s'est concrétisée par des accords entre les trois puissances, accords qui sont restés longtemps secrets et qui placent l'Espagne de fait aux côtés de ses forces. Alors cette neutralité affichée de l'Espagne va lui permettre de commercer avec les deux camps adverses, notamment en important du blé et du pétrole et en exportant des minerais, dont le fameux wolfram, indispensable au blindage des avions de combat. En fait, donc l'Espagne va exporter ce minerai des deux côtés, aux différentes puissances. Et afin de préserver ce statut privilégié, Franco s'efforce, durant toute la durée du conflit, de ménager chacun des belligérants. Alors, vous connaissez bien sûr son entrevue avec Hitler à Hendaye, en octobre 1940, au cours de laquelle le caudillo offre une entrée en guerre aux côtés de l'Allemagne, en échange, au fond, une entrée en guerre qui est assortie de conditions exorbitantes, qui est plus ou moins la création d'un empire africain. Donc, évidemment, conditions qui sont refusées, qui ne mènent à rien. Et puis, vous le savez aussi, donc, en 1941, la création d'un corps de 18 000 volontaires, la fameuse Division Azul, qui ira combattre sur le front oriental. Toutefois, après le débarquement allié en Afrique du Nord, donc 42, fin 42, août 42, des facilités de passage sur le territoire espagnol vont être accordées aux diverses catégories de population en transit, dont les réfugiés du nazisme et des combattants des forces libres. C'est-à-dire peu à peu, Franco réajuste sa politique internationale, d'abord avec des facilités, et puis à partir de l'été 43, quand il est assez évident que les Alliés vont gagner la guerre, eh bien, le dictateur aux abois va faire un maximum de concessions à l'égard des Anglo-Américains. Alors, pendant ce temps-là, au plan intérieur, dans la construction du nouvel État franquiste, la période 1939-1945, qui est dite du national-catholicisme, correspond à la phase la plus totalitaire du régime. La contribution de l'Église catholique, de l'armée et de la phalange à la victoire de Franco dans la guerre civile va se voir logiquement récompensée à travers les orientations du nouveau régime et la distribution donc, des pouvoirs au sein de l'appareil d'État. Donc ces années de pseudo-fascisme sont les plus germanophiles du franquisme et elles sont incarnées par le tout-puissant beau-frérissime, le beau-frère de Franco, Ramón Serrano Suñer, qui cumule, à partir de 1940, les charges de président de la junte politique de la Fête Jones, qui est la phalange, qui est ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères. Donc il concentre beaucoup de pouvoir. Et dans cette Espagne, donc, qui est née du triomphe des forces réactionnaires, la collusion judéo-maçonnique bolchevique est désignée de façon récurrente comme l'ennemi diabolique responsable des maux du pays. On atteste ces paroles de Franco qui sont prononcées dès le moment de la victoire, défilé de la victoire en mai 1939. Je cite : « Le judaïsme, la maçonnerie et le marxisme étaient des griffes plantées dans le corps national par les dirigeants du Front populaire qui obéissaient aux consignes du Comintern russe. Ne nous faisons pas d'illusions. L'esprit judaïque, qui s'est si bien pactisé avec la révolution anti-espagnole, ne s'extirpe pas en un jour et reste vivace au fond de nombreuses consciences. » Le caudillo se fait encore plus offensif dans son traditionnel message de fin d'année, allant jusqu'à justifier, en somme, la politique raciale de l'Axe en se référant à l'expulsion des Juifs décrétée en 1492. Je cite : « Vous comprendrez maintenant les raisons
qui ont conduit différentes nations à combattre et à écarter de leurs activités ces races chez qui la cupidité et le profit sont des traits constitutifs, car leur domination dans la société perturbe et met en péril l'accomplissement de leur destin historique. Dans le même temps, les classiques de la production antisémite contemporaine sont édités et réédités. Je pense notamment au protocole des sages de Sion et au Juif international de Henry Ford, et aussi toutes sortes de publications émanant à la fois des secteurs phalangistes et de la mouvance catholique, disons, la plus radicale, la plus réactionnaire. Donc tout ça présente une lecture antisémite de l'actualité qui rend les Juifs tout à la fois responsables de l'invention du communisme, du déclenchement de la guerre et du marché noir qui sévit dans la péninsule. Alors, le national-catholicisme au pouvoir nie l'existence des minorités religieuses du pays qui se trouvent acculées à la clandestinité. En mars 40, les rites hébraïques, circoncision, mariage et obsèques sont interdits. Et en octobre de la même année, donc octobre 40, toutes les institutions juives sont dissoutes par décret. La preuve la plus aboutie de l'antisémitisme officiel donc en Espagne durant la Seconde Guerre mondiale est la création d'un fichier juif. Son existence n'a été révélée qu'en 1997, donc c'est très récent, par Jacobo Israel Garzón, qui était alors président de la communauté israélite de Madrid, à partir d'une recherche qu'il a faite dans l'Archivo Histórico Nacional. Et évidemment, les preuves, le fait d'avoir trouvé ce fichier, mettent en pièces une vision idéalisée d'un général franco-philosémite ou philo-séfarade. Donc, en effet, donc, il y a une circulaire qui est éditée, qui date du 5 mai 1941, une circulaire de la Direction générale de la sécurité, et qui ordonne au gouverneur civil d'établir une fiche signalétique de chaque juif espagnol ou étranger résidant dans leur province, incluant sa filiation politique, ses moyens d'existence et son degré de dangerosité. La même circulaire justifie cette mesure par la nécessité d'identifier avec précision les lieux et des individus qui, à un moment donné, pourraient s'opposer aux normes du nouvel État, et elle recommande particulièrement que l'on surveille particulièrement les Juifs établis dans le pays. Alors on peut encore lire donc dans ce texte que les personnes concernées sont principalement celles d'origine espagnole, désignées sous le nom de séfarades, du fait que par leur adaptation à l'environnement et leur tempérament proche du nôtre, elles ont de plus grandes possibilités de dissimuler leur origine et même de passer inaperçues sans que l'on ait la moindre possibilité de limiter la portée de leur manigance perturbatrice. Alors, vous noterez le piquant qui consiste à dire qu'en fait, ces gens nous ressemblent tellement qu'on ne peut pas les identifier. Alors, ainsi se trouve donc lancée en 1941, à l'initiative du ministère de l'Intérieur, la constitution d'un fichier juif, l'Archivo Judaico, dont les initiales AJ figurent sur les chiffres policières. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la difficulté à retrouver ce fichier et les traces qu'on en trouve, mais voilà. En tout cas, ce que je voudrais souligner, c'est deux choses. Le gouvernement de Franco a entrepris, à la façon des autres régimes fascistes, de ficher la population juive d'Espagne au nom de sa dangerosité supposée. Et dans cette entreprise, les séfarades ont été ciblés en priorité. Il faut autre chose, il faut rappeler donc qu'en mai 1941, moment où cette circulaire est éditée, l'entrée de l'Espagne en guerre aux côtés des forces de l'Axe demeurait encore une éventualité, et que 8 mois plus tard, seulement 8 mois plus tard, le 20 janvier 1942, la conférence de Wannsee adoptait la décision d'extermination massive des Juifs. Bon. Alors maintenant, je vais donc évoquer plus concrètement dans cette action salvatrice de l'Espagne. Alors même donc que les idéologues du franquisme proclament leur hostilité au judaïsme international, et donc que la population juive d'Espagne, comme je viens de le dire, se voit placée sous haute surveillance, le régime de Franco met en œuvre une politique extérieure de protection des séfarades espagnols dans l'Europe occupée par les forces du Reich
Et il va accueillir, donc ce régime va accueillir dans la péninsule plusieurs milliers de réfugiés, juifs et non juifs, en transit vers d'autres destinations. Alors cette action salvatrice, qui a été menée donc en un temps où nombre d'États européens adoptaient des législations antisémites qui allaient conduire au génocide, a forgé l'image d'un franco-philosémite, elle-même confortée par la démonstration du rôle primordial de certains diplomates dans le sauvetage des Juifs. Cependant, on s'aperçoit, en y regardant donc de plus près, depuis le milieu des années 70, que cette vision apologétique de l'intervention franquiste est mise à mal par différents travaux historiques fondés donc sur des études systématiques, des archives disponibles, et qui révèlent à la fois les ambiguïtés de l'intervention espagnole et également la récupération dans une version lisse, disons, de cette dernière, de l'engagement personnel de représentants diplomatiques en poste dans différents pays sous contrôle nazi. Alors l'intervention salvatrice espagnole comporte plusieurs volets qui sont induits à la fois par les contextes nationaux, les différents pays donc sous occupation nazie, les formes successives de la persécution nazie, exclusion des juifs, arianisation de leurs biens, travail forcé, internement, puis déportation, et enfin par l'évolution générale du conflit. Si vous voulez, ces trois facteurs interviennent. Globalement, il y a deux phases à distinguer. La période 40-42 et puis ce qui se passe à partir de l'automne 42. Durant la période 40-42, l'occupation allemande du nord de l'Europe se traduit par une série de mesures anti-juives et des premières vagues d'arrestations qui épargnent les juifs étrangers protégés par leur gouvernement et laissent à ces gouvernements la faculté d'intervenir en faveur de leurs ressortissants israélites sans véritable engagement politique. Donc, cette protection espagnole suffit, dans un premier temps, donc à préserver ces juifs, et parallèlement, Madrid accorde des visas de transit grâce auxquels plusieurs milliers de juifs peuvent traverser l'Espagne et gagner un pays refuge. Puis durant la seconde phase, donc à partir de l'automne 42, la mise en œuvre du programme nazi d'extermination des juifs, mais aussi le débarquement allié en Afrique du Nord, la fameuse opération Torche, contraignent l'Espagne à se positionner activement au plan international. Elle ne peut plus rester dans cette neutralité pleine d'ambiguïté. Et donc, l'Espagne va devoir intervenir, et cette intervention se concrétise par l'accueil des réfugiés étrangers qui ont franchi illégalement la frontière, par le rapatriement de protégés espagnols, et par l'extension, à la fin de la guerre, en de rares occasions, de la protection diplomatique à des groupes juifs qui ne bénéficiaient pas de la nationalité espagnole. Alors voyons de plus près, si vous voulez, les années 40-42, la première phase. Donc le premier volet, comme je l'ai dit, c'est la protection des ressortissants espagnols à l'étranger. Au début de la guerre mondiale, la France est le pays qui rassemble le plus grand nombre de juifs espagnols en Europe. Il y a quelques 35 000 séfarades qui résident en France, et sur ces quelques 35 000 séfarades, 2 000 sont enregistrés en tant que nationaux, donc espagnols, à l'ambassade d'Espagne à Paris, et 1 000 environ dans différentes délégations consulaires du pays, à commencer par Marseille. Donc vous voyez, on a 3 000 personnes qui sont enregistrées auprès des délégations espagnoles. Et ces séfarades, bien sûr, immédiatement, vont réclamer la protection du gouvernement de Madrid en invoquant à la fois un traité hispano-français de 1862 et qui stipule globalement que tout sujet espagnol habitant la France a les mêmes droits qu'un espagnol, et puis on invoquant aussi le décret-loi de 1924, dont il sera question cet après-midi, on va vous le présenter, c'est-à-dire une protection, une nationalité espagnole qui avait été octroyée en 1924 dans des conditions particulières de la fin de l'Empire ottoman, mais je ne vais pas développer puisqu'on va en parler, il en sera question cet après-midi. Comment ? Ah, on en a déjà parlé hier, donc vous savez de quoi je parle. Et puis donc, alors donc concrètement, si vous voulez, après la promulgation de la loi portant statut des Juifs, 3 octobre 40, le consul général d'Espagne à Paris, Bernardo Roland,
demande des instructions à Madrid. Et en réponse, il reçoit un courrier du ministre des Affaires étrangères, Ramón Serrano Suñer, qui définit la position officielle de l'Espagne. Je cite. « S'il est vrai qu'il n'existe pas de loi raciale en Espagne, le gouvernement espagnol ne peut pas s'y opposer, même chez ses ressortissants d'origine juive. Il doit uniquement se considérer informé de ces dispositions et, en dernier lieu, ne pas faire obstacle à leur application en conservant une attitude passive. » L'ambassadeur d'Espagne auprès du gouvernement de Vichy reçoit des instructions identiques. Vous le savez sans doute, hein, donc, je dis évidemment pour les Espagnols, que la France à l'époque est divisée en deux, la zone nord qui est sous occupation allemande et la zone sud, dite zone libre à l'époque, donc qui est représentée par le gouvernement de Vichy. Et donc, au gouvernement de Vichy, il est dit la même chose, il est répondu la même chose sur ce principe donc de non-discrimination raciale ou religieuse. Et si vous voulez, cette affirmation espagnole se fera aussi dans d'autres pays sous occupation nazie. Et de fait, donc, Bernardo Roland notifie en juillet 1942 au commissariat général aux questions juives, donc en France, il écrit « La loi espagnole ne fait aucune distinction entre ses ressortissants du fait de leur confession. En conséquence, elle considère les séphardites espagnols, bien que de confession mosaïque, comme des Espagnols. Je serai gré aux autorités françaises et aux autorités d'occupation de vouloir bien, en raison de ce fait, que les lois portant statut sur les Juifs ne leur soient pas appliquées. » Alors, à partir de 1941, les choses se compliquent un peu avec l'arianisation des biens juifs, c'est-à-dire la confiscation et le placement sous administration judiciaire française ou allemande de ces biens appartenant aux Juifs. Et là, une des tâches principales des diplomates espagnols, évidemment, ce consigne de Madrid, va consister à préserver les possessions des Juifs espagnols de France. D'autres pays d'Europe, notamment des Balkans, Bulgarie, Roumanie, rassemblent un certain nombre d'importantes minorités juives à cette époque, et notamment un pourcentage significatif de judéo-espagnols. Et le sort de ces derniers va se sceller différemment selon le positionnement des États et la possibilité de les protéger. Bon, je ne vais pas développer cet aspect. La Grèce est le second pays qui compte une importante minorité juive. À l'époque, elle compte 80 000 juifs donc, qui résident en Grèce au moment de l'invasion du pays par les troupes de Mussolini en octobre 1940. La plupart de ces juifs sont séfarades, mais seuls 830 d'entre eux, principalement concentrés à Salonique, se trouvent enregistrés comme des protégés de l'ambassade d'Espagne. On va dire donc, si vous voulez, de façon générale, durant cette première partie de la Seconde Guerre mondiale, la protection espagnole, la protection consulaire, s'est avérée suffisante pour mettre les Juifs à l'abri des persécutions. Ce n'est pas toujours vrai, puisque Bernardo Roland va intervenir pour faire libérer des gens de Drancy, mais on va dire globalement, cela fonctionne. Alors la deuxième intervention de l'Espagne durant cette période, ce sont les visas de transit. Après donc juin 1940, durant les semaines qui suivent la défaite de la France, les consulats espagnols sont pris d'assaut par des candidats à l'exil, souvent juifs, et les autorités espagnoles accordent un visa de transit à toute personne présentant un visa d'entrée au Portugal ou un visa d'émigration vers un autre pays, et ceci sans établir la moindre discrimination entre juifs et non-juifs. Le troisième volet de cette intervention espagnole, toujours durant cette première période de la guerre, c'est le rapatriement donc, de citoyens espagnols. Alors là, si vous voulez, on peut dire que l'Espagne s'est positionnée tout différemment par rapport aux demandes d'asile qui étaient formulées par les judéo-espagnols menacés. À partir de l'automne 40, plusieurs demandes collectives de rapatriement dans la péninsule, et donc de demandes émanant de séfarades de France, de Grèce et d'autres pays balkaniques, sont formulées en direction de Madrid. Et le gouvernement espagnol ne donnera pas de suite. Pour prendre l'exemple français, plus concrètement, en mars 1941, l'Association culturelle séfardite de Paris
adresse au général Franco une lettre demandant la réadmission sur le territoire national des Juifs d'origine espagnole. Le courrier est transmis du ministère des Affaires étrangères au secrétariat particulier de Franco, puis à la direction générale de sécurité, et c'est refusé. En octobre 1941, une délégation qui est composée donc de 5 séfarades se présente à Madrid, munie d'une introduction du consul général Bernardo Rollin, afin de rencontrer Ramón Serrano Suñer et lui exposer la situation de la communauté judéo-espagnole dans la France occupée. Ces personnes sollicitent une intervention urgente du gouvernement de Franco, car la situation est entrée, je cite, dans une phase aiguë et définitive. Dans le mémoire qui est rédigé à l'intention des autorités espagnoles, les demandeurs supplient l'Espagne de ne pas les abandonner. Ils se sentent espagnols de par leur origine, leur langue, leur tradition, leur désir d'intégration au monde hispanique. Et la tentative s'avère un échec total, puisque les requérants n'obtiennent même pas l'entrevue qu'ils réclamaient. À titre individuel, un certain nombre de personnes vont obtenir des passeports pour gagner l'Espagne. Toutefois, l'octroi donc de ce précieux document aux Juifs espagnols passe par le filtre politique. En effet, il y a une consigne espagnole qui date de mai 1939 déjà et qui précise que l'on refusera tout passeport ou visa aux individus hostiles au glorieux mouvement national, los desafectos. Ce qu'il faut dire aussi à ce stade, dès maintenant, c'est qu'il faut insister sur cette distinction qui est établie entre séfarades et ressortissants espagnols, le statut de protégé n'étant dévolu qu'à une petite minorité de judéo-espagnols, ceux qui sont donc considérés comme citoyens espagnols. Alors ça, si vous voulez, c'est donc la première phase du conflit. Donc la situation change radicalement à partir de l'été 1942. Et l'intervention de l'Espagne donc, va prendre d'autres aspects. Le premier, c'est ce qui concerne l'accueil des réfugiés en Espagne. En août 1942, le gouvernement de Vichy annule les visas de sortie pour les Juifs, alors que les déportations des Juifs de France ont déjà commencé. De nombreux Juifs, principalement étrangers ou apatrides, tentent de traverser clandestinement les Pyrénées. En général, les illégaux qui sont arrêtés sur le sol ibérique sont emprisonnés jusqu'à clarification de leur situation et que soit trouvée une solution pour leur évacuation vers un pays tiers. Bon, c'est globalement vrai, pas toujours. Et le cas bien connu est celui de Walter Benjamin, dont il y a précisément une exposition ici en ce moment. Walter Benjamin, qui a déjà été interné une fois en France et qui a été libéré sous intervention d'amis influents et qui a tenté de passer la frontière, qui est donc arrêté par les autorités espagnoles, se voit signifier le fait que dès le lendemain, il sera renvoyé sur le territoire français et Walter Benjamin se suicide. Donc, cet accueil en Espagne, là aussi, c'est beaucoup plus complexe. Ça ne fonctionne pas toujours. En tout cas, la plupart des réfugiés donc, qui obtiennent de rester sur le territoire espagnol l'obtiennent de façon provisoire. Ils sont internés, mais le terme, disons internés dans des camps où la situation n'est pas épouvantable compte tenu du contexte général de l'époque. Et en fait, ils sont pris en charge par des organisations de bienfaisance juive qui agissent de façon plus ou moins tolérée. Alors en effet, à partir de 1942, un nouvel ambassadeur, Carlton Hayes, va agir dans leur protection. Aussi, des interventions vont se faire sous le couvert donc, de la Croix-Rouge portugaise. Et tout ça va permettre au Joint, l'entité judéo-américaine, de se mobiliser et donc avec l'appui des ambassades britanniques, américaines, d'organiser l'évacuation des Juifs via le Portugal, l'Afrique du Nord ou la Palestine. Et après le débarquement allié en Afrique du Nord, l'Espagne va donner asile systématiquement, si vous voulez, à tous les réfugiés juifs qui sont entrés illégalement dans le pays. Donc ça, c'est le premier volet, disons les gens qui ont traversé la frontière. Voilà.
Le second aspect, le second volet, c'est le rapatriement des ressortissants espagnols. Après l'arrivée du général Gómez Jordana au ministère des Affaires étrangères en septembre 1942, qui vient donc en substitution de Ramón Serrano Suñer, l'Espagne redéfinit sa politique envers les ressortissants espagnols juifs dans les pays sous occupation nazie, en réexaminant les critères à partir desquels a été octroyée la nationalité espagnole aux séfarades résidant à l'étranger. Globalement, la ligne adoptée antérieurement est maintenue. Une protection des personnes et des biens qui n'interfère pas globalement avec la législation anti-juive dans les pays occupés, mais il est décidé d'exclure du nombre déjà réduit de séfarades, j'ai montré que leur nombre était réduit, des séfarades qui sont recensées comme citoyens espagnols, j'ai parlé d'un chiffre de 3000 personnes en France, alors de restreindre, si vous voulez, ce nombre en éliminant tous ceux qui ne sont pas en possession d'une documentation complète en règle. Et évidemment, il y en a beaucoup. Donc, si vous voulez, là, on arrive à une situation paradoxale, c'est-à-dire que le nombre de juifs espagnols dans la France, parce que je prends les deux grands pays concernés, la France et la Grèce, le nombre de juifs espagnols en France et en Grèce, donc occupés par les nazis, susceptibles d'être sauvés selon les critères allemands, 3000 en France, 830 en Grèce, est supérieur au nombre auquel le gouvernement de Franco choisit d'accorder sa protection. Si vous voulez, le régime de Franco va réduire cette aide, aurait pu, parce que voilà. Et donc, ces chiffres vont se réduire en France à 500 personnes, on passe de 3000 à 500 personnes, et en Grèce, de 830 à 640. Alors, cette position officielle concernant les séfarades de nationalité espagnole est parfaitement énoncée dans des notes que l'on a retrouvées dans les archives, telle celle de José María Ducinague, qui est directeur général de la politique extérieure en janvier 1943, à son ministre des Affaires étrangères, le général Jordana. Je cite. « Si l'Espagne abandonne les séfarades et les laisse tomber sous le poids des dispositions antisémites, nous courons le risque de voir s'aggraver l'hostilité qui existe à notre égard, en particulier en Amérique, où on nous accusera de bourreaux, de complicité d'assassinat, etc., comme cela s'est déjà fait à plusieurs reprises. On ne peut pas non plus accepter la solution de les amener en Espagne, où leur race, leur argent, leur anglophilie et leur maçonnerie les convertiraient en agents de toutes sortes d'intrigues. L'Espagne va donc d'abord tenter d'éviter le rapatriement de ses ressortissants juifs et ne va se résoudre à le faire que face aux ultimatums nazistes. À un certain moment, dans ces pays sous occupation nazie, le gouvernement de Berlin fixe des ultimatums. À telle date, les pays neutres qui souhaitent donc protéger leurs ressortissants doivent les rapatrier. Et l'Espagne va essayer de louvoyer, gagner du temps par rapport à ces dispositions. Et donc, acculé à rapatrier ces nationaux, le gouvernement espagnol impose deux conditions. La possession d'une documentation d'identité vérifiée complète, ce que je viens de dire, et également le fait qu'aucun groupe nouveau de rapatriés juifs n'entrera sur le territoire national avant le départ vers une autre destination d'un collectif qui a déjà été accepté en transit. Et on verra dans le cas des Juifs de Grèce que ça pose des questions, enfin, une situation dramatique. C'est dramatique pour les autres, mais encore plus dramatique, disons, pour ces réfugiés. Et un courrier donc de Francisco Gómez Jordana, qui est adressé au ministre des Armées, Carlos Asensio, en décembre 1943, éclaire de façon brutale la position de Madrid à ce sujet. Il y a plusieurs centaines de séfarades de nationalité espagnole en Europe, soit dans des camps de concentration, soit sur le point d'y être envoyés, et nous ne pouvons pas les acheminer en Espagne et les installer dans notre pays, car ceci ne nous convient absolument pas. Le caudillo ne l'a pas autorisé. Mais nous ne pouvons pas les laisser dans leur situation actuelle en feignant d'ignorer leurs conditions de citoyens espagnols, car ceci peut donner lieu à de graves campagnes de presse à l'étranger, et principalement en Amérique, et induire pour nous de sérieuses difficultés
d'ordre international. À la vue de quoi, on a pensé à les acheminer par groupe d'une centaine, plus ou moins. Et quand un groupe sera déjà sorti d'Espagne, traversant notre pays comme la lumière à travers la vitre, sans laisser de traces, à acheminer un second groupe, en le faisant sortir pour permettre l'entrée des suivants, etc. Le principe à la base est que nous ne permettions en aucune façon aux séfarades de demeurer en Espagne. Et dans une note interne au bureau allemand en Espagne, on trouve ce courrier daté de janvier 1944 concernant les négociations qui sont menées donc entre Berlin et Madrid, et il est écrit, donc ce sont les Allemands qui écrivent, le gouvernement espagnol a souligné à de nombreuses fois qu'il n'avait aucun intérêt pour les Juifs de nationalité espagnole. Le texte figure dans les archives du ministère des Affaires étrangères espagnol. Dans le même temps, Madrid ne perd pas de vue ses intérêts économiques. En mai 1943, il y a des échanges de courriers entre l'Espagne et l'Allemagne à propos des biens des Juifs qui sont abandonnés, des Juifs donc abandonnés par l'Espagne et qui sont envoyés travailler dans les territoires de l'Est. Donc, en réponse à une demande d'éclaircissement de l'Allemagne, qui demande donc à Madrid quelle est la législation sur laquelle s'appuie la prétention espagnole à récupérer, enfin, à contrôler ces biens, la formulation espagnole ne laisse pas de place au doute. Je cite : « Les biens des citoyens espagnols à l'étranger font partie des biens nationaux de l'Espagne. Comme dans le cas du décès d'un citoyen espagnol, l'État peut, dans certaines circonstances, être son héritier. Aussi, lorsque se produit une absence, comme c'est le cas ici, due au fait que les Juifs sont envoyés travailler dans les territoires de l'Est, personne d'autre que l'État espagnol n'a de pouvoir légal quant au droit d'administrer ses biens au nom de l'absent pendant son absence. » Au moment où est rédigé ce texte, on est en mai 1943, le monde entier connaît parfaitement la signification du travail à l'Est. Alors, je ne vais pas refaire ici l'historique du rapatriement, des rapatriements depuis l'Europe, puisque notamment depuis la France et la Grèce. Je vais simplement donc mentionner un cas très connu, qui est donc en août 1943, un groupe de 79 protégés qui part pour Irun, et dont on connaît très bien les péripéties, parce qu'elles ont été, à la fois, on a le témoignage de la personne qui a été désignée comme responsable de ce convoi, qui est Elias Canetti, le cousin du prix Nobel, et qui raconte absolument tout ça. On connaît donc le refus de Madrid d'accepter de nouvelles entrées juives avant l'évacuation de ce convoi, la difficulté pour les organisations humanitaires sur place de trouver des lieux d'accueil, etc. Et pendant ce temps, évidemment, cette lenteur à évacuer les Juifs, ce groupe, et ce refus d'en laisser entrer d'autres, fera que durant ce temps, donc, seront internés à Drancy plusieurs dizaines de ressortissants espagnols. Alors, concernant si vous voulez, ces internements, ces arrestations, ces internements de Juifs espagnols en France et leur sort, jusqu'à assez récemment, on n'avait pas grand-chose. On avait quelques archives de Drancy et le travail de Klarsfeld. Depuis, effectivement, le travail d'Alain de Toledo et de tout ce qui s'est fait depuis, on en sait davantage. Mais là, je vous renvoie, suspense, à la communication de cet après-midi. Bon. Il se passe des choses équivalentes en Grèce. Et là, je ne vais pas non plus développer parce que c'est Isaac Reva qui va vous évoquer plus concrètement les péripéties de ce sauvetage en Grèce. Alors toutefois, puisque là, évidemment, ce qui est dit est une démonstration à charge du rôle de l'Espagne, il faut resituer ça dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire l'action espagnole, elle se place dans ce contexte du problème, du grand problème des réfugiés, le thème des réfugiés, qu'est-ce qu'on fait, que faire des réfugiés ? Car l'évacuation des réfugiés, c'est la question majeure qui pèse sur l'ensemble du processus de sauvetage. Bon, donc cette position espagnole de transit, cette politique de transit, elle repose sur le fait que ces personnes qui sont en Espagne, ces Juifs en Espagne, soient évacués vers d'autres lieux. Mais vers où ? Et on voit bien qu'au fond, les Alliés
convergent, même si c'est avec de multiples ambiguïtés et des formulations qui masquent la réalité, dans le fait que personne n'en veut de ces réfugiés. Si on prend les choses plus concrètement, donc, si vous voulez, il y a la fameuse conférence des Bermudes qui est convoquée en avril 1943 pour résoudre, entre autres questions, celle de quelques 20 000 réfugiés, là, juifs et non-juifs, hein, notamment 20 000 réfugiés en Espagne. On voit bien l'incapacité des États à harmoniser leurs positions respectives. Alors, les États-Unis, qui ont déjà mis en place des quotas depuis longtemps, ne sont pas du tout disposés à réviser leurs quotas d'immigration. Et ils s'opposent à la proposition britannique d'un camp de réfugiés en Afrique du Nord, en invoquant le manque de moyens de transport et les effets que cette arrivée de personnes juives aurait sur la population arabe, enfin toute cette déstabilisation que ça provoquerait. Et ils tentent, en vain, d'imposer une solution palestinienne, mais qui est évidemment solution qui est refusée par la Grande-Bretagne. Vous savez, la Palestine est alors sous mandat britannique, qui ne veut pas non plus voir arriver des Juifs en masse. Bon, alors des lieux refuges sont évoqués, comme l'Angola, Cuba, mais il n'y aura pas le moindre début de concrétisation. Et tout ceci va déboucher sur un accord minimal, 1 millier de réfugiés qui sont accueillis en Palestine et une solution d'accueil en Afrique du Nord qui est à l'étude. Et finalement, ça sera la solution qui sera adoptée donc, pour ces réfugiés de Grèce qui finiront à la fin de la guerre, enfin à partir, mais vraiment à la toute fin de la guerre, à partir vers un lieu en Afrique du Nord. Or, si on veut résumer donc, cette action salvatrice de l'Espagne durant les années 42-44, il y a 2 aspects qui méritent encore d'être soulignés. Et le premier est le rôle des diplomates espagnols en poste dans les différents pays de l'Europe occupée, qui sont mobilisés sans relâche, qui tentent de convaincre leur hiérarchie, hein, donc Madrid, le ministre des Affaires étrangères, dont ils dépendent, et puis qui font l'interface, enfin qui ont un rôle d'interface avec leurs protégés, avec les autorités nazies d'occupation, et comme vous le savez déjà, et ça va encore être dit dans les prochaines conférences, certains n'hésiteront pas à outrepasser leurs strictes compétences, à enfreindre des consignes ministérielles, voire à mettre leur propre vie en danger. Plusieurs seront... ils déploient leur activité sans relâche. En France, Bernardo Roland. À Athènes, le représentant espagnol Romero Radigales. Et donc, certains seront nommés juste parmi les nations après-guerre. Ils écrivent, enfin, même lorsqu'ils n'interviennent pas directement, ils essayent de sensibiliser Madrid. On trouve par exemple une lettre de l'ambassadeur à Berlin, Rinés Vidal, et qui dit, face au refus, enfin, à ces blocages de Madrid, écrit donc à sa hiérarchie, à son ministre de tutelle, et dit « On ne cachera pas à votre Excellence les conséquences tragiques qu'aurait pour eux leur déportation en Pologne. » Et ce même jour, donc, le diplomate Federico Olivan écrit une lettre désespérée à José María Duchinague, qui est directeur général de la politique étrangère en Espagne. Et je cite : « Si l'Espagne, pour des raisons qui n'échappent à personne, se refuse à recevoir cette partie de sa colonie à l'étranger, en dépit du fait qu'elle jouit de la nationalité espagnole et qu'elle a strictement rempli toutes les formalités requises par notre législation, elle la condamne automatiquement à mort. Je comprends parfaitement que la perspective de voir un si grand nombre de Juifs agir à leur guise en Espagne ne nous sourit guère, tout Espagnol qu'il soit en théorie et en pratique, mais connaissant les sentiments qui nourrissent l'âme espagnole, je résiste à croire qu'il n'existe pas une possibilité de les sauver de l'horrible sort qui les attend, en les accueillant dans notre pays, en les faisant attendre dans un camp de concentration qui devra leur sembler paradisiaque en pareille circonstance, la fin de la guerre pour les renvoyer éventuellement vers leur lieu d'origine ou, sinon, vers n'importe quel pays disposé à les recevoir. Lorsque les hostilités terminées, l'humanité aura retrouvé sa place dans le monde. » Alors, donc, je parlais d'intervention des diplomates. Eh bien, on connaît encore l'attitude, je ne vais pas développer ici, de l'ambassadeur d'Espagne,
Julio Palencia à Sofia, qui va vraiment s'y prendre, s'impliquer, hein, s'impliquer jusqu'à être déclaré persona non grata en Bulgarie, l'action des diplomates à Bucarest et bien sûr aussi le rôle de Sanz Briens à Budapest. Alors, le second aspect à prendre en compte aussi, c'est donc l'attitude du gouvernement de Franco durant la seconde phase de la guerre, c'est-à-dire les réticences, donc les retards à rapatrier les judéo-espagnols de France vont se transformer, dans le cas de la Grèce, en une politique délibérée d'obstruction du processus d'évacuation. Il y a différentes solutions sont recherchées. Bon, c'est difficile parce que dans cette Europe en guerre, il est évidemment difficile de trouver les moyens de transport et d'acheminer les Juifs. Mais à chaque fois, si vous voulez, toutes les solutions proposées par l'ambassadeur à Berlin, Ginés Vidal, se heurtent, enfin, au mauvais vouloir de Madrid. Et à tel point qu'on trouve maintenant, enfin, toujours dans les archives, un télégramme confidentiel de Jordana qui rappelle donc à l'ambassadeur cette nécessité d'une absence d'initiative. Enfin, Madrid ne souhaite pas que des initiatives soient prises. Et on trouve une consigne. Il est indispensable de neutraliser l'excès de zèle du consul général à Athènes. Oui, oui, bien sûr. Donc ça, c'est la consigne officielle hein, qui est donnée donc à l'ambassadeur à Berlin, qui est l'ambassadeur de tutelle pour le consul qui est en Grèce, hein, qui est son supérieur hiérarchique. Donc on lui dit de neutraliser un petit peu les initiatives radicales. Donc, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que face à cette intransigeance espagnole, on peut considérer que les protégés espagnols qui ont été sauvés de l'extermination durant les années 1943-1944 doivent d'abord leur survie à l'évolution de la guerre et finalement à la victoire alliée. Alors le troisième volet, bon, je ne vais pas développer, c'est ce qui est la défense des protégés dans leur propre pays, c'est-à-dire de par l'évolution de la guerre, si vous voulez, dans certains pays, la déportation des Juifs n'a pas été achevée, entre guillemets. C'est le cas de la Hongrie, et là, vous le savez, donc d'autres Juifs hongrois ont été sauvés qui n'étaient pas espagnols, de par la possibilité pour les pays neutres d'avoir des maisons, d'être sous protection donc des pays neutres, et donc ils ont dû leur survie à la fin de la guerre, hein, très clairement. Alors, bon, là, si vous voulez, les historiens s'accordent assez bien pour faire le décompte, là aussi, des personnes sauvées, et ils considèrent que dans cette seconde phase donc, de la guerre, entre l'été 42 et l'automne 44, ils considèrent que l'Espagne a participé au sauvetage de 11 000 Juifs au maximum, entre 6 000 et 7 500 réfugiés qui seraient arrivés aux frontières, quelques 3 000 personnes qui auraient bénéficié de la protection diplomatique, hein, ce que je viens d'évoquer, et puis il y aurait 800 ressortissants espagnols sauvés par rapatriement. Alors, si on essaie de synthétiser, de faire le bilan de l'action espagnole, on peut dire que la politique franquiste à l'égard des séfarades menacés s'est fondée sur un double principe. Le premier, c'est le refus de toute discrimination raciale qui a été réaffirmée à diverses reprises au plan diplomatique et qui a été confirmé en acte par le traitement accordé aux réfugiés sur le sol ibérique. Hein, le fait est que les réfugiés en Espagne ont été traités à peu près comme les autres. Et le second principe, c'est l'obsession d'éviter un établissement juif permanent en Espagne. Autrement dit, selon les autorités espagnoles, la résurgence d'une question juive 450 ans après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et ça a donc conduit les autorités espagnoles à faire le choix d'une implication minimale dans le sauvetage des Juifs, consigne de passivité, comme je l'ai dit, donnée aux diplomates, limitation du nombre des bénéficiaires de la nationalité espagnole, et puis tout ce que j'ai mentionné en termes de tergiversation, de mesures dilatoires concernant le repatriement dans la péninsule.
Alors, ce qu'on pourrait dire, il me semble, en tout cas c'est mon point de vue, l'intervention de l'Espagne en faveur des Juifs, loin de répondre à une sensibilité philosémite du caudillo, je laisse de côté tout ce volet des origines juives supposées du dictateur, bon, on est dans la légende, donc loin de tout ce qu'on a essayé de mettre en lumière comme un philosémitisme de Franco et de son entourage, etc., cette intervention de l'Espagne en faveur des Juifs, elle repose principalement sur la raison d'État. Affirmation de la souveraineté espagnole, préservation des intérêts économiques, prise en compte à la fois des exigences allemandes, de la pression alliée et finalement de l'évolution de la guerre. Et donc, dans ce contexte général, Madrid a placé les ambassadeurs et les consuls espagnols en poste dans l'Europe occupée dans un rôle d'interface, comme je disais, très délicat, entre les autorités madrilènes, entre les personnes persécutées, menacées ou persécutées, et entre cette interface avec donc le pouvoir nazi, les autorités nazies. Et évidemment, ceci ne minimise en rien l'attitude humanitaire de ces diplomates, bien au contraire, dont l'implication personnelle va jouer un rôle fondamental. Initiatives qui vont être ensuite récupérées par le régime de Franco dans sa glorification de l'action salvatrice. Et je vais revenir là-dessus. Donc, si vous voulez, à l'heure des bilans, il convient de reconnaître l'aide réelle apportée par l'Espagne, non seulement donc aux Juifs espagnols, mais à un certain nombre de Juifs étrangers, en un temps où, comme je le dis, les autres puissances menaient des politiques collaboratrices et où le thème des réfugiés était un vaste problème difficile à résoudre. Il est difficile d'évaluer le nombre, on n'a pas de chiffre précis évidemment de toutes ces personnes réfugiées, mais on va dire que les historiens s'accordent maintenant, les différents historiens qui font autorité sur le thème, à considérer qu'entre 20 000 et 35 000 juifs ont été sauvés parce que l'Espagne n'a pas refusé leur entrée en Espagne. Donc ils ont été évacués. Dans le même temps, donc ça, si vous voulez, c'est ceux donc, qui sont arrivés sur le territoire espagnol de par eux-mêmes. Enfin, un maximum de 5 000 juifs, dont les 2 tiers en Hongrie, ont bénéficié d'une protection sur place, voilà, parce que c'était la fin de la guerre, et que finalement aussi, donc, quelques 800 ressortissants espagnols ont été sauvés par rapatriement. Alors, à la lumière des archives, il apparaît que l'Espagne donc, aurait pu faire mieux, comme je l'ai déjà dit. Et on a, par exemple, on retrouve donc, dans les archives espagnoles un rapport confidentiel qui a été rédigé en 1961 par le ministre espagnol des Affaires étrangères Castiela et qui concluait « Durant la guerre, pour des raisons sans doute impérieuses, l'État espagnol, même lorsqu'il a prêté une aide efficace aux séfarades, a péché, dans certains cas, par excès de prudence. Il est évident qu'une action plus rapide et décidée aurait sauvé davantage de vies. » Et c'est exactement la même conclusion que débouchent enfin, les spécialistes, des gens comme Jaime Aveni ou Bernd Rother. Rother a établi dans son ouvrage une comparaison, dans ses recherches, entre l'intervention salvatrice espagnole et celle d'autres puissances neutres dans le conflit, la Suisse et la Suède. Et en fait, il fait apparaître qu'il n'y a pas énormément de différence, que la différence la plus significative réside dans le fait que les Juifs qui ont été admis en Suisse et en Suède ont pu demeurer sur place durant la durée de la guerre. Mais les chiffres et l'action ne sont pas très différentes. La Suisse a accueilli, certes, 230 000 réfugiés, dont 22 000 Juifs, mais elle a aussi refoulé, ce qu'on sait beaucoup moins, elle a refoulé à ses frontières 40 000 personnes juives, pour la plupart, en quête d'un asile. La Suède a reçu au total quelques 10 000 juifs, majoritairement norvégiens, danois et finlandais. Et en Hongrie, donc, on le sait, quelques 20 000 passeports ont été de protection suédois ont été distribués. Et on n'a pas de données, enfin en tout cas au moment où moi j'ai rédigé ce travail, on n'avait pas de données fiables concernant le Portugal, également pays neutre. Alors pour terminer, moi je voudrais revenir sur ce récit de l'après-guerre, sur la façon dont s'est construite une légende qui subsiste encore aujourd'hui, précisément sur ce rôle de l'Espagne. Et si vous voulez, cette construction d'une légende concernant le rôle salvateur du régime de Franco, c'est forgé, est à mettre en rapport avec l'isolement du pays, de l'Espagne, dans l'immédiate après-guerre, et la recherche par l'Espagne
d'une légitimité au plan international. En mai 1949, à la tribune de l'ONU, lors du débat relatif à la levée des sanctions qui avaient été votées en 1946 contre l'Espagne, l'ambassadeur d'Israël, Abba Eban, prononce un discours accusateur pour justifier l'opposition de son pays à la levée des sanctions. Et il dit « Les Nations Unies sont nées des souffrances d'une génération martyrisée. 6 millions de Juifs sont morts. 1 million d'enfants juifs ont été jetés dans les fours crématoires et les chambres à gaz. Le souvenir de ces actes épouvantables, inhumains et organisés demeurera toujours présent dans la mémoire d'Israël et dictera sa conduite. La délégation israélienne affirme que le gouvernement franquiste a été un collaborateur actif et un ami du régime responsable de cette politique, contribuant ainsi à la puissance de ce régime. Pour Israël, le point d'achoppement central est l'alliance du régime franquiste avec le bloc nazi-fasciste. Et ce discours va être à l'origine d'un contentieux durable entre les deux pays, donc entre l'Espagne et Israël, qui se prolongera jusqu'à l'établissement des relations diplomatiques entre l'Espagne et Israël en 1986. Disons que dans un premier temps, c'est Israël qui ne veut pas entendre parler d'Espagne. Dans un second temps, c'est l'Espagne qui ne veut pas entendre parler d'Israël dans son équilibre diplomatique avec les pays arabes. Et il faudra attendre l'entrée dans l'Europe et l'imposition par les puissances européennes à Madrid donc de régler enfin cette question diplomatique. Alors ça, donc, on a cette accusation donc israélienne. Et face à ces accusations israéliennes et toujours à la recherche d'une légitimité internationale, parce que je vous rappelle que dans l'après-guerre, quand même, la plupart des régimes démocratiques établis avaient quand même été dans des mouvances de gauche, hein, donc tout à fait hostiles au régime franquiste. Par rapport à tout ça, le régime franquiste va lancer une campagne de propagande qui va magnifier l'action salvatrice du gouvernement de Franco durant la Seconde Guerre mondiale. Alors on est vraiment dans la propagande, hein, dès 1949. Donc, le bureau d'information diplomatique, donc, qui dépend du ministère des Affaires étrangères, il édite donc en 1949 une brochure intitulée España y los judíos, qui est traduite en français et en anglais, et que les représentations occidentales ont pour mission de diffuser abondamment. Et un autre opuscule, plus précisément, est fait donc cette fois en anglais, qui s'appelle Spain and the Sephardic Jews, qui est donc produit par l'ambassade de Washington, qui est plus spécifiquement dédié donc au public américain. Et la thèse centrale se trouve parfaitement résumée dans l'extrait que je vais vous citer. L'Espagne, inspirée par son esprit chrétien et universel d'amour envers toutes les races de la terre, a contribué au sauvetage des Juifs en agissant davantage au nom de préoccupations spirituelles que pour des motifs politiques ou simplement juridiques. L'aide de notre gouvernement ne s'est pas seulement étendue aux séfarades dispersés de par le monde, mais également à tous les Juifs, lorsque l'occasion en était donnée, sans tenir compte de leur nationalité ou du lieu où ils se trouvaient. Alors, vous voyez qu'en jouant délibérément la confusion entre la notion de juifs séfarades et de ressortissants espagnols ou protégés, le texte énonce des contre-vérités flagrantes quant à l'ampleur du sauvetage des Juifs de France et de Salonique en particulier, et qui laisse entendre, au fond, qui laisse par ailleurs entendre que l'action des diplomates sur le terrain n'est que la stricte application des consignes officielles du gouvernement espagnol. Alors plus tard, donc après ces brochures de propagande, toujours comme ça dans cette filiation, vont venir différents ouvrages donc publiés en Espagne, dont le plus connu, je viens de vous l'ai déjà cité, donc de Federico Izard, supposé historien, qui s'appelle España los judíos en la Segunda Guerra Mundial, et qui est donc un vecteur actif du discours officiel concernant le sauvetage des Juifs par le régime de Franco, et donc pour vanter la magnanimité du caudillo, l'auteur va donc jusqu'à intituler un de ses chapitres, je l'ai déjà dit, Don Quijote, hein, Don Quichotte face à Hitler, et une formulation qui va être reprise. Hein, il y aura d'autres travaux qui vont aussi prétendument historiques qui vont reprendre un petit peu cette filiation. Alors il y a ce volet, si vous voulez. Puis le troisième volet, c'est dans cette légende, enfin, ou construction ou maintien ou acceptation entre guillemets de cette légende, c'est le poids de la réelle politique
dans les relations hispano-israéliennes durant les années 60, c'est-à-dire lorsqu'on essaye, enfin, on est en train d'essayer d'établir des relations, c'est pas facile, enfin, ces équilibres diplomatiques. Et je vous rappellerai le discours du président israélien Chaim Herzog le 31 mars 92, dans la grande, où il était donc invité officiel du Quinto Centenario, donc dans la grande synagogue de Madrid, en présence du roi d'Espagne. Donc Chaim Herzog, qui a rendu un hommage appuyé à l'œuvre de Franco. Bon, je l'ai écouté, et je peux vous dire que ce discours n'est pas passé inaperçu au sein de l'auditoire juif qui était présent dans la synagogue. Alors, dernier point, si vous voulez, dans l'après-franquisme, l'instauration de la démocratie en Espagne s'est donc accompagnée d'une intégration à l'Europe, d'une normalisation avec des relations avec le monde juif, et depuis 2005, l'Espagne commémore chaque année, le 27 janvier, à l'instar de la majorité des pays européens, le jour officiel de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Et comme vous le savez, puisque c'est l'organisme partenaire de ce colloque et que Jessica est ici, vous le savez, le Centre Sepharad donc a beaucoup œuvré dans dans ce rapprochement et dans ce tissage et dans cette prise de conscience en Espagne aussi de la Shoah. Voilà, merci.